Excuse-moi, là, mais vous êtes plein de marde. Tout témoin qui vient devant ce comité devrait se sentir libre d'avoir une conversation dans un environnement respectueux. Je n'ai pas fait ça lundi, alors je présente mes excuses encore une fois. Les propos et les excuses du député libéral Francis Drouin qui s'est emporté contre 2 témoins au comité des langues officielles. Le gouvernement a défendu le député. L'opposition demande sa démission à titre de président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Alors que le débat se poursuit, est-ce qu'il y a un risque pour le gouvernement Trudeau là-dedans? Hugo, Chantal, Michel, bonjour. 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 Elle est absent cette semaine. Merci d'être avec nous. Hugo, je commence avec vous. Est-ce qu'il y a un risque Parce que M. Trudeau et la plupart des ministres qui ont été questionnés là-dessus ont défendu M. Drouin cette semaine. Est-ce que c'est risqué? Bien oui, il y a une certaine forme de risque parce qu'on sait que le Parti libéral a mis de l'avant cette nouvelle vision depuis 2020, un discours du trône quand même qui avait été marquant où on avait cessé de mettre le français à l'extérieur du Québec sur le même pied que l'anglais au Québec. Pendant longtemps, il y avait cette symétrie là, dans l'approche et là, bien, on a reconnu de la part du gouvernement Trudeau que le français était en danger, y compris au Québec. Mais ça ne s'est pas fait sans tension. On l'a vu durant tout le débat sur la réforme de la loi sur les langues officielles, entre autres de la part de membres anglophones du caucus québécois de M. Trudeau. Il y a eu quand même pas mal de résistance. Finalement, bien, on a réussi à faire atterrir le projet de loi, mais quand même, on sent que cette ambiguïté-là, qu'on avait sentie à l'époque de la réforme de la loi, est comme revenue d'une certaine manière. Puis il y a ce réflexe en politique de faire corps quand il y a des attaques. Là, dans ce cas-ci, bien, on l'a vu, c'est un réflexe naturel. Ça s'est produit. M. Trudeau, le ministre des langues officielles, se sont portés à la défense de M. Drouin. Disons que c'était pas très convaincant, leurs arguments. Là, entre autres, quand Randy Boissonneau essaie de mettre sur le même pied le français en Alberta, l'anglais à Montréal. Disons que c'était peut-être pas des plus heureux comme défense. Oui, Chantal, vous avez réagi. Oui, non, j'avoue que la défense était presque pire que l'offense dans ce cas-ci. Parce que tout le monde a fait la preuve qu'ils étaient capables de dire à peu près n'importe quoi pour justifier ce qui est injustifiable. Ouais. Le comportement du député est injustifiable. Il n'y a pas de circonstances. Il n'était pas en train de se faire agresser par des témoins, puis tout à coup, c'est ce qu'il a répondu. La situation était inverse. Cela dit, s'il fallait chercher dans le caucus libéral des gens qui ont poussé très fort pour la nouvelle mouture de la loi sur les langues officielles contre la section plus anglophone West Island du caucus, probablement que Francis Drouin arriverait pas loin du haut de la liste. C'est un député qui tenait beaucoup à cette nouvelle mouture et qui serait probablement, si c'était pas lui qui est en cause, là, il serait scandalisé de la défense que Randy Boissonneau a offert à son sujet. En clair, que les institutions francophones de l'Alberta ou de l'Ontario francisent pas. Il serait le premier à dire, ben voyons donc, c'est n'importe quoi. Est-ce que ça va laisser des traces à long terme auprès de l'électorat? Je ne crois pas. Ça me semble être un accident de parcours. Est-ce que M. Drouin va garder son poste sur le front plus international de la francophonie? C'est dur à dire, j'ai des doutes. Oui, ça commence à être un petit peu plus incertain de ce côté-là, d'autant plus qu'il va y avoir une rencontre spéciale là, de l'Assemblée, justement, pour discuter de la question. Michel? C'est un incident, c'est pas un accident, c'est pas pareil. Voici un député qui s'est emporté, qui n'aurait pas dû. Mais moi, ce qui m'a troublé, c'est le retour de certaines vieilles affaires. D'entendre M. Trudeau, par exemple, dire « On sait bien, le Bloc québécois, ils sont contre les francophones hors Québec. » Puis toute cette histoire-là, moi, je trouvais que ça jouait beaucoup ça dans le temps de M. Trudeau, père, puis je trouvais que c'était mort comme argument, à bon droit. Je pense qu'on pourrait l'arrêter, celui-là aussi, mais le bas d'honneur de la semaine va à M. Boissonneau. Oui. Hugo, ça a aussi fait réagir à Québec, tout ça. Hein? M. Roberge est sorti assez rapidement. M. Legault aussi a été questionné là-dessus. Est-ce que ça donne des munitions au gouvernement de la CAQ? Bien, ça en a surtout donné au Bloc québécois, là, justement, qui a pu faire valoir cette sortie-là. Au fond, il y a un bras de fer sur plusieurs dossiers en ce qui concerne le gouvernement québécois puis le gouvernement fédéral. Mais pour ce qui est de la question des langues officielles, finalement, il y avait un consensus qui avait été trouvé à la satisfaction de pas mal tout le monde. Là, dans ce cas-ci, on sait qu'il y a toujours un peu d'animosité entre M. Legault, M. Trudeau. Alors, c'était, disons, une occasion assez facile à saisir. C'est vrai qu'on se demande, au fond, pourquoi M. Drouin a fait ça, parce que c'est vrai qu'il s'était porté à la défense de la loi sur les langues officielles. C'est un peu difficile à comprendre qu'il soit allé sur ce terrain-là alors qu'il
n'y en avait pas besoin. Et ça a donné des arguments un peu à tout le monde pour contre-attaquer. Oui, puis c'est vrai que c'est arrivé un peu de nulle part, là, parce qu'il y avait le ton posé jusqu'à ce qu'à un moment donné, il décide de se lancer sur cette accusation-là. En tout cas, bon. Un autre dossier qui semble donner un peu de fil à retordre au gouvernement fédéral, Chantal, je vais aller vous voir là-dessus, c'est la question du télétravail. On pensait qu'on avait réglé ça. Finalement, le gouvernement a dit ça ne sera plus 2 jours semaine, ça va être 3 jours semaine. Les syndicats ne sont pas contents. On se présente devant les tribunaux. Qu'est-ce que ça représente comme risque politique pour M. Trudeau? Parce que les amis des syndicats, normalement, c'est le NPD. Et le NPD, c'est aussi l'ami actuel du gouvernement Trudeau. Et le gouvernement Trudeau a passé beaucoup de temps et dépensé du capital politique du vrai pour devenir un bon ami des syndicats qui, de façon générale, n'ont pas de raison de souhaiter que Justin Trudeau soit remplacé par un gouvernement de Pierre Poilievre. On s'entend. Ouais. Cela dit, premier risque qui est évident, quand les syndicats demandent au NPD de mettre fin à son entente avec les libéraux, même si le NPD ne le fait pas, c'est un problème pour le NPD. Et c'est un problème qui va au-delà de la fonction publique fédérale puis du télétravail à l'ensemble du monde syndical qui disent notre soi-disant allié ne répond même plus présent quand on lui demande d'être présent sur une question comme ça. Ça risque de faire du tort au gouvernement Trudeau. Dans la région d'Ottawa, où les libéraux ont tendance à avoir des bons scores et où ils n'ont pas de vote à perdre là, aux prochaines élections, mais ça, c'est l'ensemble. Là. Ça inclut une partie de l'Outaouais québécois. Les fonctionnaires sont fâchés. Ça, c'est clair. Le langage des syndicats, qui est un petit peu extrême d'ailleurs, considérant les enjeux, là, c'est pas comme si on venait de mettre des dizaines de milliers de personnes à pied, mais ils sentent que leurs membres pensent comme eux. Et le troisième problème pour le gouvernement, c'est que si on arrive à ces dizaines de milliers de griefs, ralentissement des services, dans le climat actuel, les électeurs sont portés à dire que c'est toujours la faute du gouvernement Trudeau. Et dans ce cas-ci, moi, il me semble que la présidente du Conseil du Trésor, Anita Anand, a un peu mis ses gros sabots pour décréter cette troisième journée-là. Il n'y a aucune étude au Conseil du Trésor ou ailleurs qui montre que la productivité de la fonction publique fédérale exige une troisième journée de présence au bureau. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le premier ministre Ford, le maire d'Ottawa, même s'il s'en défend, aimerait ça depuis longtemps qu'il y ait plus de gens au centre-ville pour animer Ottawa qui, comme vous le savez, puisque vous vivez dans la région, a tendance à être une ville tranquille même quand tout le monde va au bureau. C'est gentil. C'est gentiment placé, une ville tranquille. J'ai entendu pire comme descriptif. Michel, pourquoi le gouvernement? Est-ce que c'est vraiment ça? Le gouvernement cède à des pressions comme celle du maire d'Ottawa? Parce que c'est vrai que c'est pas nécessaire d'aller dans cette direction-là maintenant. Ben, c'est ça. Je pense que ce qui fâche le plus les syndicats, c'est l'arbitraire de la chose. Si 2 jours est correct, pourquoi il faut 3? C'est ça que les gens comprennent pas. Et oui, ça fait très chambre de commerce à Montréal. M. Leblanc dit la même chose. Il faut ramener les gens au centre-ville, il faut ramener les gens au centre-ville. Mais on n'a pas de preuve qu'il y a un problème que des fonctionnaires travaillent pas quand ils sont chez eux. D'autre part, il y a d'autres avantages. Il y a de la congestion je peux parler de ma ville, de Montréal. Il y a de la congestion énormément. Le télétravail, ça aide à mitiger la congestion. Alors, à un moment donné, l'arbitraire, je pense, a beaucoup plus dérangé les syndicats de fonctionnaires que le principe de la troisième journée. Chantal, j'ai vu réagir. Daniel, la pandémie a été trop longue pour qu'on pense que les habitudes de télétravail vont devenir un phénomène passager dont on va parler quand on va raconter qu'on était là pendant la pandémie. Je vous donne, nous, en exemple. On n'est jamais revenu en studio. Non. Ça aurait été inconcevable. Mais pourtant, on continue à faire une émission toutes les semaines. Alors, il y a quelque part, chez les plus hauts échelons de la fonction publique, une réflexion à y avoir sur comment on fonctionne en mode hybride. Ce mode-là s'en ira pas. Et ce qu'on sent, c'est plutôt, on va les ramener une journée à la fois jusqu'en 2025. On va finir par arriver à 5 jours. Selon moi, ça ne marchera pas et ça n'améliorera pas la productivité. Oui, il y a clairement lieu d'avoir une réflexion plus large autour de ça. Une vraie, là, oui. Oui. Je vous amène du côté de Québec, où on n'a pas parlé de télétravail cette semaine, mais il y avait des militants de Québec solidaire qui, eux,
ont clairement télétravaillé sur une lettre à une quarantaine d'entre eux, puis ils ont signé ça. Ils n'aiment pas tellement l'orientation que M. Nadeau-Dubois est en train de vouloir donner au parti. Ça s'est éclaté sur la place publique. Qu'est-ce que ça a eu comme impact de votre côté, Hugo? Bien, on voit vraiment que c'est une boîte de Pandore que Gabriel Nadeau-Dubois a ouverte. Bon, il devait sûrement s'attendre à ce qu'il y ait des réactions, mais là, disons que la tempête s'est levée assez vite puis assez fort. Manon Massé, ces derniers jours, essayait de calmer le jeu en disant, bien, au final, ça va être les membres qui vont choisir, il y aura un processus démocratique. Oui, mais là, le souci, c'est que c'est pas une proposition sur l'abolition du changement d'heure. Là, on parle vraiment du fondement même du parti, avec des visions qui sont vraiment aux antipodes, il faut le dire. Là, quand M. Nadeau-Dubois nous dit, au fond, il faudrait essayer d'arrondir les angles pour que Québec solidaire rentre un peu plus dans le moule, ait un programme plus concis, des objectifs plus à court terme. On a des militants qui disent non, il faut carrément casser le moule. Donc, il faut créer un mouvement social, remettre en question les institutions. Donc, ça va être difficile de rallier tous ces gens-là une fois que le débat va être terminé. Là, clairement, si M. Nadeau-Dubois n'obtient pas ce qu'il veut, on voit mal pourquoi il voudrait rester en poste. Puis les militants qui vont être éconduits, si c'est sa vision à lui qui finit par triompher, bien, vont peut-être être tentés d'aller voir ailleurs. Donc, c'est quand même une remise en question assez fondamentale que M. Nadeau-Dubois a provoquée. Bon, il devait sûrement s'attendre à ce que ça brasse un peu, mais disons que dans ce cas-ci, vraiment, la réaction est venue, puis elle semble assez épidermique là, de la part de certains. Michel, est-ce qu'il y a un risque qu'il y ait une fracture au sein de QS à cause de tout ça? Ça dépend ce qu'on veut dire par fracture. Vous savez, il y a 40 signataires dans cette lettre-là. Québec solidaire, rappelons-le, est une fusion de deux mouvements. Un qui s'appelait Option citoyenne et qui était celui de Françoise David. L'autre était l'Union des forces progressistes d'Avenir Kadir. Les 40 signataires, à peu près, viennent tous de cette branche-là, de l'UFP, qui est un parti politique qui a réussi une fois à faire élire un député, d'accord, fort bien. Mais à la fin, ça restait, et ce sont toujours des gens relativement marginaux sur la scène politique. C'est des gens, beaucoup de groupes d'inspiration marxiste et tout. Vous savez, il n'y a pas un gros marché pour sortir le Québec du capitalisme actuellement. Alors, je suis pas sûr que M. Nadeau-Dubois a très peur que dans le membership de Québec solidaire, ça se devienne important, d'autant qu'aucun des députés actuellement à l'Assemblée nationale, ils sont quand même 11 à part lui, n'appuie ce mouvement-là. Alors, il faudra voir quel est le départ de Québec solidaire, des gens qui vont déchirer leur carte, c'est à peu près inévitable dans les circonstances, mais je pense que M. Nadeau-Dubois savait très bien ce qu'il faisait et ce qui pouvait arriver quand il a fait sa sortie et il est au courant des risques. Dans les partis de gauche, il y en a toujours un peu, mais je pense qu'il a quand même l'appui de la grande majorité des membres du parti. Chantal, risque calculé dans ce contexte-là? Oui, dans le cas de Gabriel Nadeau-Dubois, clairement, le message, c'est ça passe ou ça casse. Donc, les cartes sont claires, là, sont sur la table. Ce qu'on va savoir dans quelques semaines, quand tous ces gens-là vont se voir en personne, c'est s'ils sont aussi marginaux au sein des gens qui se présentent pour délibérer de ces propositions-là, qu'ils le sont, c'est vrai qu'ils le sont, dans l'électorat en général. Mais c'est sûr qu'ils représentent une section qui pourrait être plus importante qu'on pense de Québec solidaire. Il y a des gens qui adhèrent à Québec solidaire. Et ça n'en prend pas beaucoup. Rappelez-vous, il y avait eu ce groupe qui s'était organisé quand Thomas Mulcair avait un vote de confiance. Oui. Ce groupe qui voulait qu'on mette fin à l'industrie pétrolière, etc., avec le fils de Stephen Lewis qui était là-dedans, entre autres. Ils n'étaient pas nombreux, et d'ailleurs, on ne les a pas revus depuis. Mais ils ont quand même réussi à obtenir le congédiement du chef du NPD. Pas nombreux, mais ils étaient efficaces. C'est tout le temps qu'on avait. Hugo, Chantal, Michel, merci infiniment. Bonne fin de week-end. À bientôt. Merci, au revoir.